Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je voulais avant tout vous souhaiter une bonne année 2020, faite de beaux moments, d'œuvres culturelles stimulantes et d'hommes qui se remettent en question. Vous écoutez l'épisode 28 de Mansplaining. Au lycée, le modèle toxique du vrai bonhomme. Un podcast Slate.fr. Pour démarrer l'année en beauté, je vous propose d'aller au cinéma sans tarder, afin de soutenir un film français sans précédent qui sort dans les salles ce mercredi 8 janvier. Ça s'appelle Un vrai bonhomme, et c'est le premier long métrage réalisé par Benjamin Parent. Il n'est pas impossible que vous ayez déjà entendu parler de Benjamin Parent. En 2012, il avait signé un court-métrage intitulé « Ce n'est pas un film de cow-boy », nommé au César, et aussi lauréat d'un certain nombre de prix, dont la Queer Palm reçue au Festival de Cannes. À travers des ados chamboulés par un visionnage récent du Secret de Brokeback Mountain, il démontait avec tendresse et drôlerie les représentations stéréotypées liées à la virilité et à l'homosexualité. Et ils commencent à se taper, mais en copain, tu vois. Bah comme nous la lutte. Non, rigole pas avec ça, mon frère. Moi, j'en ai fait de la lutte. Je peux te jurer que si je te fais ce qu'il fait juste après, je suis viré de l'équipe direct. Il y a un faute grave, quoi, tu vois. Il lui a fait quoi? Il a fait la mort dans le cul. Mais comme ça direct. Ouais, comme ça, direct, mon frère. C'est comme ça, les cow-boys PD. Cette fois, avec Un vrai bonhomme, il s'intéresse au cas de Tom, un ado malingre et pas très bien dans sa peau, qui s'apprête à faire ses premiers pas dans un nouveau lycée. Par un procédé scénaristique que je ne vous dévoilerai pas ici, Tom est presque toujours accompagné de Léo, son grand frère, qui représente toutes les valeurs liées à la virilité. Il est grand, il est sportif, et il est très sûr de lui. Le film montre comment Léo va coacher Tom afin d'essayer de l'aider à trouver sa place dans son lycée, en montrant qu'il est un vrai mec, pas une mauviette. Si tu veux pas finir comme ce mec-là, t'as deux choses à faire. Un, tu les évites. Oui. Parce que pour tous les gars cool, si t'es pote avec un bolos, t'es un bolos. On t'invitera jamais aux soirées, tu porteras des vieux pulls col roulé comme ça. Tu seras puceau toute ta vie. Fin du game. Ok. Deux. Faut que tu te mettes direct à la bien avec la bonne équipe, avec les bons gars. Genre eux, tu vois. Tu captes la différence? Ah, bolos. Ok. Donc tu vas y aller, puis tu vas être cool et détendu. Et tout le monde ici va voir que t'es un mec cool et détendu. Même si t'es pas si cool et pas si détendu. De façon toujours très fine, sans jamais basculer dans le film à thèse, Benjamin Parent montre également à quel point la présence de Léo au-dessus de l'épaule de Tom est à double tranchant. Il est à la fois l'ange qui veille sur son petit frère, et le démon qui risque de le pousser à tomber dans tous les clichés d'une virilité qui ne lui ressemble pas. Mais qui d'autre que Benjamin Parent pouvait le mieux nous parler de son film ? On se rend compte aujourd'hui que tous les problèmes qu'on a en termes de domination masculine, de harcèlement, de machin, c'est forcément un problème d'homme. Et c'est que et j'avais envie d'adresser ça et de montrer comment quand on est ado, on est un peu victime de ces injonctions et est-ce qu'on y résiste ou pas. Et je voulais montrer un gamin, voilà, son adversité, les difficultés qu'il peut rencontrer dans sa croissance, en fait, sont liées à des choix qu'il va devoir faire au sujet de quel homme il veut devenir, en fait. Et j'ai même le sentiment que ça va être un peu le sujet de tous mes films. Voilà, c'est limite, je sais pas, parler d'autre chose, en fait. J'ai l'impression. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je me dis. Je sais que le prochain film va parler de ça aussi. Voilà pourquoi je disais qu'Un vrai bonhomme est un film sans précédent. C'est parce qu'il n'est pas loin d'être le premier film français à s'intéresser d'aussi près à la masculinité toxique, à la façon dont elle s'exprime, et à comment elle peut se transmettre d'un homme à l'autre, comme une maladie follement contagieuse. Et Léo représente pour moi à la fois un frère, à la fois un souvenir, à la fois la psyché, l'inconscient du personnage, mais surtout représente la masculinité très mal placée, en fait. Et qui est omniprésente, en fait, et qui nous habite. C'est que même si on peut être progressiste et avoir des idées très fortes, on a quand même il y a un héritage, en fait, qui est, parfois pour moi c'est presque dans de l'ADN contre lequel on doit lutter, qui est un truc qui est transmis et qui nous influence depuis la petite enfance à travers les contes, les légendes, l'histoire, la culture, etc., sur ce qu'est un homme. Et même dans des expressions quotidiennes, porte tes couilles, des choses comme ça. Et toutes ces choses, en fait, nous oppressent, quoi. Au même titre que ces injonctions existent aussi pour les femmes. Pour écrire Un vrai bonhomme, Benjamin Parent s'est d'abord inspiré de sa propre adolescence, celle d'un jeune homme assez petit, pas forcément très charismatique au départ,
qui va découvrir à quoi ressemble le monde des garçons, c'est-à-dire une basse-cour dans laquelle il va falloir jouer des coudes pour montrer qu'on est plus costaud que son voisin. Une basse-cour ou bien une prison. En fait, j'avais envie qu'il parle du lycée comme on parle dans un film de prison. C'est-à-dire, en gros, c'est un environnement fermé. Et je pense que j'ai une vision du collège qui est comme ça. Pour moi, c'est une prison. C'est un environnement fermé. Les parents ne peuvent pas nous protéger. Surtout quand on est en 6e ou en 5e, on est vraiment tout petit. Et dedans, il y a des règles, en fait. Il y a des règles. On ne doit pas dénoncer. Si on se fait taper, on ne doit pas aller se plaindre, etc. C'est une mini-société. Et je trouve que parfois, les garçons et les filles sont trop livrés à eux-mêmes. Alors même si on parle il y a souvent cette expression américaine qui dit « boys will be boys », pour dire les garçons, il faut bien que le mec qui grandit, c'est comme ça, il se chahute. Moi, quand je suis arrivé en 6e, le premier jour, je me suis mangé une gifle par un mec plus grand. Le premier jour de collège, quoi. Donc je pense que ça m'a bien mis pour 4 années, quoi. Et en fait, effectivement, ce jeu de domination, il est ridicule et je trouve qu'on devrait peut-être plus pas s'en inquiéter, mais en tout cas s'en occuper, plutôt que d'estimer que ça forme la jeunesse et tout ça. En fait, ça me semble un peu catastrophique, en fait, comme situation, voilà. C'est vrai que c'est assez terrifiant cette notion d'espace fermé, ce lieu plein d'agressivité et de harcèlement potentiel, sur lequel l'extérieur n'a guère de prise. J'ai eu la chance de plutôt passer entre les gouttes durant ma propre adolescence, mais je flippe à présent pour mes 2 filles, et aussi pour mon fils. Je me demande à quoi vont ressembler ces années collège et lycée, et d'ailleurs je me pose déjà les mêmes questions pour l'école primaire. Je me demande à la fois s'il sera assez armé, au sens figuré du terme bien sûr, pour ne pas se laisser marcher sur les pieds, sans pour autant entrer dans des mécanismes de domination liés aux stéréotypes sur les garçons. On y travaille, mais c'est pas simple. Sans jamais singer le cinéma américain, Un vrai bonhomme en reproduit néanmoins quelques codes, tout simplement parce qu'ils sont calqués sur ce qui se passe réellement dans la vie de pas mal d'ados. Benjamin Parent filme notamment le sport comme un moyen pour les plus forts physiquement d'asseoir leur domination, et pour les autres comme une potentielle souffrance de tous les instants, le théâtre de 1000 petites humiliations. Dans le film, il y a quelques codes du teen movie, évidemment, même si j'ai le sentiment qu'on les détourne et j'essaie de les faire à la française, en tout cas. Donc j'avais envie que les méchants du film soient des sportifs, parce que c'est l'image que j'avais, c'est des mecs qui sont hyper dans le corps, la performance, être numéro 1, la gagne. Dans le film, ce sont principalement le basket et la course à pied qui sont utilisés, et c'est d'ailleurs très intéressant, parce que l'un permet d'observer ce qui se passe dans un collectif, de la composition des équipes jusqu'à la façon dont se déroulent réellement les rencontres, tandis que l'autre place les personnages face à eux-mêmes. Quand tu cours, tu ne peux compter que sur toi-même. Si tes jambes ne te portent pas, ou si tu as un point de côté, tout le monde va s'en rendre compte immédiatement, et ni tes coéquipiers ni tes coéquipières ne pourront être d'un grand secours. En revanche, celui ou celle qui passe la ligne d'arrivée en tête, ou qui marque le plus de paniers, va être immédiatement valorisé, placé sur un piédestal, presque autorisé à piétiner les autres. Même si je trouve que le sport a des vertus incroyables, ça peut être aussi quelque chose qui permet un peu de classer les jeunes gens selon leur capacité physique et ça peut être un peu humiliant. En fait, ça nous renvoie à un truc extrêmement primaire, quoi, parfois. Et voilà. Mais là, encore une fois, c'est parce que moi aussi, voilà, je l'ai très mal vécu et effectivement, ne pas être choisi le dernier, c'est l'enfer, en fait. Je pense que c'est très dur à vivre, quoi. Tout ça ne date évidemment pas d'hier. Et d'ailleurs, Benjamin Parent cite un ouvrage de référence que je vous invite à lire si vous le pouvez, et qui explique notamment que ces schémas-là sont très fermement ancrés dans notre culture depuis des siècles. Ce qui m'intéresse dans le sport, c'est que le sport quand même, et j'avais lu ça je crois dans le livre Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet, c'est que il y a avec l'arrivée des Jeux Olympiques, c'était donc du fin du 19e siècle, je crois. Tout à coup, le sportif devient le nouvel héros en fait de la société. C'est vrai que il y a plus de trucs de chevalier, il y a plus de trucs de cow-boy, il y a plus de trucs comme ça, et tout à coup, les nouveaux héros, c'est les sportifs. C'est-à-dire des mecs hyper bâtis. Alors évidemment, il y a aussi des femmes, mais à ce moment-là, c'est surtout les hommes qui sont mis en avant, qui sont donc des athlètes. Autour de Tom et de Léo, on trouve une galerie de personnages secondaires hyper bien écrits. D'abord leurs parents, joués par Isabelle Carré et Laurent Lucas, ce dernier étant justement le genre de père qui semble penser que la masculinité passe avant tout par l'exercice physique et qu'un long footing vaut mieux que pas mal de dialogues. Il y a aussi Clarisse, qui est un peu la fille du film, mais qui n'est clairement pas là pour des histoires de quotas. Clarisse est jolie, elle est convoitée par plusieurs garçons, mais c'est loin, très loin d'être tout. Je voulais qu'elle ait un côté impérial et que finalement ce qui attire le héros, c'est non pas qu'elle soit jolie, mais qu'elle soit puissante. Et que finalement ce dont a besoin
ce dont a besoin le personnage de Tom, c'est d'un modèle, c'est d'un mentor. Il le trouve pas auprès de son père, il l'avait auprès de son frère, il veut le retrouver auprès de son frère, et quand en fait il découvre cette fille, elle peut remplacer un peu Léo. Parce que finalement, elle est puissante, elle est très très sportive, elle est compétitive, elle a des attraits de virilité, on pourrait peut-être dire, et elle servait à ça en fait. C'est vraiment une idée que j'adore, qui est magnifiquement développée dans le film, puisque ni son frère ni son père ne font office de modèle acceptable pour Tom, puisqu'il aspire à autre chose qu'à être le vrai bonhomme du titre, pourquoi ne pas s'inspirer de Clarisse, cette meuf puissante, cultivée, empathique, qui refuse de se laisser enfermer dans les clichés et de jouer un personnage. Et puis il y a aussi JB, un autre camarade de classe, et accessoirement le demi-frère de Clarisse. JB vit un peu en marge. De son look assez hobby, tout est différent de ce qu'il faudrait faire pour être populaire, sauf que JB assume. Ça ne se fait pas sans souffrance, c'est même un sacré challenge que d'arriver à faire son propre chemin sans se soucier du regard des autres, mais c'est aussi une piste que propose Benjamin Parent. L'autre pendant, c'était JB, qui lui montre un homme, un jeune homme de 16 ans, qui lui se fout des injonctions, il fait son truc, il avance dans la vie, au sujet de son propre deuil, au sujet de la manière dont il s'habille, il se fiche de tout ça. Et j'avais envie que ces deux personnages soient dans le réel, en fait, comme des phares dans la nuit pour le personnage principal. Des phares dans la nuit. Voilà exactement de quoi auraient besoin tous les Toms du monde, et d'ailleurs tous les autres garçons aussi. Des modèles différents. Des jeunes gens susceptibles de leur montrer que la vie peut ne pas être un combat de coq permanent, et que cela peut même être hyper épanouissant, a fortiori si le nombre d'ados qui s'y mettent grandit peu à peu. Pour tout vous dire, ça m'a presque fait bizarre de découvrir un vrai bonhomme. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'un film français, qui traite d'adolescence mais peut en réalité parler à tout le monde, soit aussi carré et émouvant sur toutes ces thématiques-là. D'ailleurs, j'ai essayé en vain de trouver si le cinéma français m'avait déjà apporté un sentiment similaire. Et je n'ai honnêtement trouvé qu'une référence. Le Nouveau, film réalisé par Rudi Rosenthal en 2015, qui s'intéressait au même genre de schéma, mais chez des collégiens et des collégiennes. Le tout chapeauté par Max Boublil, impérial en oncle du héros. Tu dis bien à tout le monde qu'il y a un DJ. T'es DJ? Ouais, j'étais DJ pendant 8 ans. Ouais. Sérieux, je veux que cette fête, ça soit le feu. Je veux qu'il y ait du sang sur les murs. Tous les petits gamins, je veux qu'ils soient bourrés, j'en ai rien à foutre. Vas-y, va faire une liste des gens que tu veux inviter. Et invite des meufs un peu des classes au-dessus. Benjamin Parent a lui aussi essayé de chercher dans le cinéma français pour y trouver des références, mais il a vite abandonné pour se tourner vers d'autres pays, comme les États-Unis. Et le coming of age, de ce genre-là, le film d'initiation, hein, ça se fait pas en France, tellement. Il y a le Nouveau qui fait un peu ça, mais le Nouveau, même si j'aime bien le film, le Nouveau, c'est vachement en surface. Ce que Benjamin Parent reproche au Nouveau, c'est que les méchants n'y sont que des méchants. Ces petits cons, qui reproduisent déjà tous les codes de la masculinité toxique et hégémonique, laissent notamment sur le côté celles et ceux qui ne leur ressemblent pas, comme par exemple les gros, les intellos ou les handicapés. Mais un vrai bonhomme, lui, tente d'aller plus loin, non pas en excusant ce genre de personnage, mais en essayant de comprendre, d'apporter des nuances. Et c'est ce qui le rend si profond. Et je voulais que le personnage de Steve, il soit un antagoniste qui soit antipathique, mais que on puisse voir que finalement c'est pas un mauvais mec, mais il est prisonnier d'un rôle, lui aussi. Et que tous ces fameux méchants de collège ou de lycée, en tout cas lycée dans mon film, c'est des gens parfois qui sont aussi prisonniers. Donc même si je suis pas, j'ai de l'empathie pour les brutes en fait. C'est ça qui est paradoxal, c'est que je les déteste, et en même temps j'ai de l'empathie pour eux, pour les bullies, parce que souvent derrière ça dissimule une grande souffrance. Il y a un documentaire qui s'appelle The Mask You Live In, qu'on peut voir sur Netflix, qui est sur les injonctions de virilité, et on voit à quel point justement il y a des jeunes des quartiers aux États-Unis qui souffrent énormément de devoir garder leurs émotions pour eux et tout ça. Pour savoir si Tom va finir par se libérer de l'emprise de Léo, ou s'il va succomber à la tentation de suivre les chemins d'une virilité pas faite pour lui, je vous recommande chaudement d'aller découvrir Un vrai bonhomme au plus vite, parce que c'est un film qui me semble important dans le paysage français, et parce qu'il ne faut absolument pas le réserver aux ados, qui d'ailleurs vont peu au cinéma, pour tout un tas de raisons. Allez-y de ma part, et donnez-moi des nouvelles, j'ai hâte d'avoir votre avis. Voilà, c'était l'épisode 28 de Mansplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining@slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. À dans 15 jours.